Ça, c'est Youssou Ndour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les avocats de Khalifa Sall qui sont déterminés à continuer le combat pour la libération du maire de Dakar. Ils comptent l'internationaliser. Face à la presse cet après-midi, ils annoncent qu'ils vont sensibiliser la population sur les conditions de détention du député maire. Par fond de crise à Réumi d'Idrissa Seck, confronté à une série de démissions depuis un certain temps, des départs qui risquent de plomber la progression du parti lors des échéances à venir de l'avis de certains observateurs. La lutte contre le tabagisme, on en parle dans ce journal. L'image imprimée sur les paquets est-elle vraiment dissuasive? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Des universitaires, représentants de familles religieuses et membres de la société civile mettent en place le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. L'objectif visé à revisiter et faire découvrir au grand public les sciences islamiques produites par nos guides religieux. Voilà le sommaire de cette édition. N'oublie pas l'invité du 20h justement, cher Tidiane Si, président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Il sera avec Mahmoud Ibrakan. Bienvenue à toutes et à tous. Les avocats de Khalifa Sall vont internationaliser le combat pour la libération du maire de Dakar face à la presse cet après-midi. Ils n'ont pas voulu en dire davantage sur la stratégie à mener. Les conseils de Khalifa Sall comptent tout de même sensibiliser la population sur les conditions de détention du député maire. Compte rendu de cette conférence de presse signée à Habib Faye et Modou Diop. 7 mois de détention, les avocats de Khalifa Ababakar Sall sortent à nouveau leur bâton pour défendre le député maire. Ils décident de recourir vers d'autres juridictions internationales pour libérer leurs clients. L'État du Sénégal a décidé de faire la sourde oreille, de violer les droits de M. Khalifa Sall et de ne pas nous écouter. Il est important qu'on porte cela à l'attention de l'opinion d'une part, mais également d'annoncer que nous allons, à partir de ce moment, nous adresser à des juridictions et à des instances internationales qui, nous l'espérons, sauront faire entendre raison à l'État du Sénégal. Appliquer l'immunité parlementaire est une obligation, martèle l'avocat. C'est important dans un pays que chacun assume ses responsabilités. C'était de notre responsabilité de leur dire attention, il y a un député qui manque à l'appel. C'est de leur responsabilité de veiller à ce que la protection de l'institution parlementaire qui est l'immunité des députés soit respectée. Cependant, il compte sensibiliser la population sur la détention du maire de Dakar. Aujourd'hui, aucune instance de ce pays, quelle que soit sa position et sa fonction, ne peut poser un acte concernant M. Khalifa Sall sans commettre un délit au sens de la loi et sans violer la Constitution du Sénégal. Toujours derrière les barreaux, les avocats de Khalifa Ababakar Sall ne comptent pas baisser les bras pour sa libération. Toutefois, les robes noires ne dévoilent pas leur stratégie, mais envisagent d'autres issues pour permettre au maire de Dakar de pouvoir occuper son siège à l'Assemblée nationale.
En politique, le ministre de l'Intérieur qui multiplie ses appels au dialogue politique pour Bamba Ndiaye, ancien ministre et membre du grand parti. Il faut que l'État mette d'abord en place les mécanismes d'un dialogue sérieux, serein, en posant des actes concrets. Il a rencontré nos reporters Moussa Ngom et Thierno Laurent Mendy. Le dialogue politique convoqué par le ministre de l'Intérieur est-il voué à l'échec? Après le refus formel de Wattu Sénégal et son leader Abdoulaye Wade, puis de Manko Taxawu Sénégal d'y participer, le doute plane sur cette invite malgré les assurances d'Aly Ngouille Ndiaye. Pour Bamba Ndiaye, membre du grand parti, il faut des préalables à une discussion sereine entre acteurs politiques. Si vraiment le président de la République veut dialoguer, je dis qu'il y a des mécanismes de dialogue qu'il doit d'abord mettre en place pour rassurer les gens. Quels sont ces mécanismes? Moi, je crois qu'un dialogue politique aujourd'hui ne doit même pas être présidé par l'appareil d'État, mais par des gens de la société civile. Ils peuvent être des imams, ils peuvent être de l'Église catholique, ils peuvent être même de simples membres de la société civile, il y en a, et l'État ne serait que facilitateur. Un tel dialogue pourrait être sérieux, parce que là, on ne parlera pas seulement de ce qui arrange le parti présidentiel ou quelques partis de l'opposition, mais on abordera des questions qui intéressent le peuple sénégalais. Et tout dialogue qui ne tourne pas autour des intérêts du peuple sénégalais est un semblant de dialogue. J'allais même dire un deal et une combine. De l'avis de certains observateurs, l'un des principaux obstacles, c'est d'ailleurs la coloration politique du ministre de l'Intérieur censé organiser les prochaines élections. Un problème qui, d'après Bamba Ndiaye, devrait être réglé si la majorité présidentielle veut faire preuve de bonne volonté. La démocratie exige que l'on retire les élections du ministre. Moi, je ne dis pas changer le ministre de l'Intérieur, mais qu'il y ait une autorité indépendante chargée des élections. Ce qu'on peut demander en tant que citoyen sénégalais, c'est qu'il y ait une autorité indépendante qui organise et supervise les élections. Les sujets à débattre lors d'un éventuel dialogue seraient d'ailleurs à préciser selon notre interlocuteur. L'appartenance du président de la République même à son parti, une fois élu, des questions qui relèvent des prérogatives, j'allais dire, nombreuses du président de la République, de l'indépendance des institutions. On a parlé de l'Assemblée nationale et de la justice, comment elles sont phagocytées par l'exécutif. Ce sont des questions qui intéressent tous les Sénégalais, qui doivent être réglées. On peut dialoguer sur ça. Maintenant, il y a aussi des questions d'ordre économique, les ressources nationales. C'est des questions cruciales. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, se dit prêt à faire des concessions pour agréer les partis récalcitrants. Cet appel au dialogue survient à une quinzaine de mois de l'élection présidentielle prévue en 2019. La cascade de démission des responsables du parti Rewmi, on en parle dans ce journal. Le constat est que Rewmi, depuis ses 17% en 2007, amorce une pente descendante. La formation d'Idrissa Seck s'est retrouvée avec 7% en 2012. À cela s'ajoutent les défections de membres influents du parti des Romos liés à la gestion donc, de cette formation politique selon certains observateurs. Dissa Prera. Oumar Sarr, Maître Nafissatou Cissé, Pape Diouf et récemment Thierno Bocoum et Samba Thioub, le parti Rewmi a connu et continue de connaître la défection de bon nombre de ses éminents responsables. Le constat général est que de sa naissance à aujourd'hui, Rewmi a connu une trajectoire descendante. À chaque élection, le parti perd des électeurs. De 14,86% de voix en 2007, Rewmi s'est retrouvé avec 7,86% en 2012, une dégringolade imputée en grande partie à son leader. Un leader pourtant présenté comme un génie politique par Maître Wade. Les deux hommes ont cheminé brièvement après l'alternance en 2000. Ancien dauphin du président, le clash naîtra de l'affaire dite des chantiers de Thiès. Détournement et atteinte à la sûreté de l'État, deux chefs d'accusation qui vaudront à sec près de 200 jours de prison. S'ensuit la nébuleuse négociation appelée le protocole de Rebeuss qui finira par sortir le maire de Thiès de prison. Idi met en place alors le Rewmi le 4 avril 2006, quelques mois après la présidentielle. Durant la campagne de 2007, sa fameuse rencontre de midi avec Wade, la suite de laquelle ce dernier déclare publiquement que le fils retourne à la maison du père,
sème le doute dans l'esprit de beaucoup de Sénégalais. Mais cela n'a pas empêché Rewmi de recueillir 14,86% des voix au premier tour et termine deuxième derrière Maître Wade. Une belle opportunité d'être président perdue par le maire de Thiès. Un score que Rewmi n'a pas été capable de rééditer en 2012. Face à l'APR, le PDS, le PS, entre autres, Rewmi arrive en 5e position avec seulement 7,86% des voix au premier tour. Après 2007, la traversée du désert sans certains ténors du parti commence. Omar Gueye et Pape Diouf quittent le parti. L'autre surprenant départ est celui de Maître Nafissatou Cissé au regard de sa proximité avec le leader de Rewmi. Maître Nafissatou Cissé finira, elle, à l'APR. Oumar Sarr, numéro 2, fidèle parmi les fidèles, largue aussi Idi et tente même de lui prendre le parti. Sans oublier Youssou Diagne de Ngaparou, Ousmane Thiongan, Wale Fall, tous ont fini par quitter le navire. La liste de cette saignée est loin d'être exhaustive. D'une ambition présidentielle, Idi et Rewmi se sont réduits finalement à être des souteneurs. Avec autant de défections, la question qui se pose est quel est l'avenir politique de Idrissa Seck, mais aussi de son parti. Rewmi a-t-il un avenir dans la scène politique? Comment Idi et le reste de ses militants comptent-ils redynamiser leur formation? L'avenir nous le dira. Dissa Prera, vous l'avez souligné après Thierno Bokoum, c'est Samba Thioub qui quitte le navire Orange. Des départs qui, de l'avis de certains observateurs, risquent d'avoir des conséquences pour ce parti lors des échéances à venir. Là-dessus, nous écoutons les analyses de Mamadou Ndiaye, docteur en communication. Il est avec nos reporters Ibou Diouf et Pape Sangone Baya. Quand on parle du parti Rewmi, certains observateurs et autres analystes politiques vous diront que le parti d'Idrissa Seck a connu une stabilité politique avec une bonne visibilité sur le plan national. Une image qui s'effrite de jour en jour. De façon générale, c'est souvent des problèmes de positionnement ou bien l'orientation qui est prise par le parti et que tout le monde ne partage pas forcément. Mais également, au-delà des frustrations et des batailles de positionnement, on peut noter également l'absence d'animation au sein d'un parti ou d'une famille politique et que le chef de parti décide de tout. L'exemple du parti Rewmi avec une série de démissions fait l'actualité. La gestion de la vie du parti, source de polémique. Il semblerait que M. Fall porte 3 casquettes importantes dans le parti. Pas plus tard que ce matin, j'entendais un membre du parti Rewmi qui disait que quand il avait seulement la casquette de responsable des cadres, ça marchait très bien, il y avait une animation. Mais quand on lui a donné ces 2 nouvelles fonctions-là, il a eu moins de temps à consacrer à toutes ces missions-là qu'on lui a dévolues. Omar Sarr, Thierno Bokoum et Samba Thioub, entre autres leaders qui ont quitté le parti Rewmi, des départs qui ne seront sans conséquence. Déjà, le fait même de véhiculer l'information selon laquelle telle personne quitte le parti, c'est un élément négatif pour cette organisation. Thierno Bokoum était une figure marquante quand même de ce parti politique. Je ne connais pas son poids politique, mais j'ai eu l'occasion de le voir et de discuter avec lui. Il dégage un certain charisme et il était même très présent sur le plan médiatique. Pour rectifier le tir, je pense que le parti doit aller nécessairement et de manière inéluctable vers une recomposition. La politique comme pour gérer la cité, mais tout commence par une bonne gestion de son propre parti politique. Le parti Rewmi est attendu au tournant pour se relever après ces moments de crise et bien défendre son leadership sur le landerneau politique sénégalais. Je vous l'annonçais dans les titres, la création de ce cadre unitaire de l'islam du Sénégal, un cadre qui regroupe des représentants de familles religieuses du Sénégal, des universitaires et des membres de la société civile. Le but recherché, revisiter et faire découvrir au grand public les sciences islamiques produites par nos guides religieux. À la fin des travaux, les documents pourraient être mis à la disposition du grand public. Les membres du bureau donc faisait face à la presse ce matin. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Diafaraba. Dans un monde frappé par des crises de toutes sortes, le retour à la source, le recours aux enseignements légués par nos guides religieux devient incontournable. C'est dans ce contexte que le cadre unitaire de l'islam au Sénégal est né. On arrive à un moment de l'évolution de nos sociétés face à toutes les multiples crises et les agressions que nous sommes en train de vivre, en tout cas de voir venir
au moins dans notre entourage, c'est-à-dire dans les pays autres que les nôtres, mais on voit la déstructuration aussi de nos propres sociétés à l'intérieur. Et je crois que c'est important, à partir du moment où l'islam est le lien le plus solide qui lie une large majorité de la population sénégalaise, de revenir sur ce fondement-là, sur ce ciment identitaire, pour leur permettre de construire ce qu'on a appelé le vivre ensemble. Le Sénégal dispose d'un riche patrimoine des sciences islamiques produites par nos guides et gardées dans les archives. Aujourd'hui, le moment est venu de ressortir ce patrimoine. Ce qu'il a peut-être de novateur, c'est la recherche des connaissances au sein des différentes familles et de revenir sur ces bibliothèques cachées pour en sortir l'essence et le traduire en ouvrages qui se retrouveront dans l'espace public. Mais au préalable, une numérisation de ces archives devra se faire pour mettre à la disposition du public ces enseignements. Nous sommes déjà allés visiter des bibliothèques actuelles. Nous avons vu l'état dans lequel se retrouvaient ces documents et je crois que le cadre est venu à temps pour la numérisation de toutes ces connaissances. Mais aussi, il va falloir aller vers un traitement pour les rendre accessibles à l'espace public le plus large possible. Il est évident que ce travail demande d'abord, il y a un travail de préalable de numérisation, de collecte, de numérisation, de mise en forme pour pouvoir les rendre utilisables par les structures d'enseignement conventionnelles ou bien par les structures d'enseignement traditionnelles aussi. Les travaux achevés, les documents pourraient être introduits dans les programmes scolaires, un vade-mecum pour la génération actuelle, mais également la génération à venir. Nous parlons de toute autre chose à présent. L'image imprimée sur les paquets de cigarettes pour décourager les fumeurs n'a pas encore l'effet recherché par l'État, car ces habitués du tabac ont déjà un système pour éviter cette image. Ils refusent tout bonnement de prendre des paquets à l'achat et privilégient le tabac au détail. Un reportage signé Cheikh Hassan Affal et Diafaraba. L'impact escompté en imprimant l'image de ce vieux mourant sur les paquets de cigarettes est loin d'être atteint de la vie de ces fumeurs rencontrés, même si certains relativisent. L'image qui se trouve sur les paquets de cigarettes ne peut pas nous empêcher de fumer. On continue toujours de consommer du tabac. Moi, lorsque j'ai vu l'image sur les nouveaux paquets, j'ai été choqué et maintenant je fume un peu moins. Des astuces, ces habitués de la cigarette n'en manquent pas pour ne pas croiser cette image illustrant les effets néfastes du tabagisme. Maintenant, je ne prends plus les paquets parce que l'image attire l'attention et les gens m'interpellent à ce sujet. D'habitude, les paquets de cigarettes manquaient dans ma boutique, mais maintenant j'en ai un tas sous le comptoir. Personne ne prend les paquets à cause de l'image. Une image qui, par contre, impacte sur le chiffre d'affaires des boutiquiers. Pour ce fumeur, la méthode instaurée par nos gouvernants pour éradiquer la cigarette n'est pas la plus adéquate. Instaurée depuis plus d'un mois, l'image de cette personne couchée sur un lit d'hôpital, très mal en point, souffrant des effets néfastes de la cigarette, ne convainc pas encore les fumeurs rencontrés dans la capitale sénégalaise. Eux qui continuent toujours d'inhaler ce produit qui fait du mal à l'organisme humain. Désormais, le SUTSAS et le SUTEM deviennent ASAS, Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale And-Guessem. Ces deux syndicats unissent leurs forces pour mieux défendre les intérêts des travailleurs. La convention a été signée et ils comptent faire de cette alliance un levier de promotion pour les syndicalistes. Les détails avec Habib Faye et Modou Diop. And-Guessem symbolise une nouvelle alliance de force entre les deux syndicats de la santé, le SUTSAS et le SUDETM. Une union pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Aujourd'hui, force est de reconnaître que pour aboutir à une meilleure prise en charge des préoccupations des travailleurs de notre pays, les syndicats doivent allier leurs forces, faire bloc pour enfin réussir leur mission principale, c'est-à-dire la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Fort de ce constat, les mieux partagés dans le landerneau syndical de notre pays, le SUTSAS et le SUDETM ont décidé d'unir leur destin par la création d'une alliance historique dénommée Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale du Sénégal, ASAS,
And Gueusseum. C'est le cri. Faire de cette union un levier de promotion, le souhait des syndicalistes. Le syndicalisme doit être un levier de promotion sociale pour les travailleurs dans des conditions décentes de travail et d'environnement. L'ASSAS veut être cette niche de clarté, de démocratie, de confiance mutuelle et de solidarité au seul bénéfice des travailleurs, de la santé et de l'action sociale et du système dans son intégralité. Par ailleurs, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale du Sénégal compte conquérir de nouveaux avantages dans ce milieu. Elle se veut également un cadre permanent de veille et de lutte au service exclusif des travailleurs, officiant aussi bien dans l'administration centrale que dans les collectivités locales. La mobilisation sociale sera le canal par lequel l'ASSAS entend fonder sa démarche, aussi bien pour la défense des acquis dans le secteur de la santé et de l'action sociale que pour la conquête de nouveaux avantages pouvant améliorer les conditions de travail et les conditions sociales d'existence de ces mandats. Les compagnons de Mbalo Diathiam et de Sidiya Ndiaye unissent leurs forces pour mieux défendre les intérêts des syndicalistes du Sénégal. Pour élargir leur union, And Gueusseum n'envisage pas fermer ses portes aux autres syndicats du pays. Nous parlons éducation à présent avec la région de Louga qui fait partie des 5 régions où la scolarisation des jeunes a connu beaucoup de retard. Plusieurs points faibles ont été relevés dans les différents départements comme Linguère où la transhumance constitue une faiblesse, l'existence d'abris provisoires dans certaines localités et les mariages précoces également. Pour faire face à ces problèmes, un plan d'accélération de la scolarisation dans la région de Louga a été élaboré par l'Académie. Là-dessus, nous écoutons le secrétaire général de l'IA. Il s'appelle Lamine Fall. Il est interrogé par Thierno Fall. Il faut une inscription massive et un maintien. Et nous avons pensé que pour cette inscription-là, il faut mobiliser donc toutes les collectivités locales autour de la question, partager avec tous les partenaires, donc toutes les parties prenantes. Il faut penser aussi, mettre sur pied des structures qui permettraient donc véritablement d'enrôler le maximum d'enfants, parce que nous avons donc beaucoup de talibés qui traînent, qui ne sont pas dans des structures formelles. Il y a aussi donc la construction pour la réception donc des abris provisoires. Il y a aussi donc le phénomène de la transhumance, et nous pensons qu'à ce niveau-là, il faut véritablement donc cerner la problématique donc de la transhumance. Louga aussi est confronté à ce problème majeur-là, donc les grossesses précoces, les mariages, etc. Donc nous pensons que c'est autant donc de leviers sur lesquels il faudra vraiment appuyer pour donc relever donc les TBS au niveau de la région de Louga. Puis 100% de réussite au CFE à l'entrée en 6e à Médina Dakhar, c'est dans le département de Tivaouane, des résultats qui, grâce aux efforts des enseignants de la localité, raison pour laquelle la mairie et l'association des parents d'élèves ont décidé d'accompagner l'établissement en fourniture scolaire. Les détails avec Chéranta Diop et Seyla Tir. Le corps enseignant, les parents d'élèves de Médina Dakhar veulent rééditer l'exploit de l'année dernière. L'école élémentaire de Médina Dakhar avait obtenu de très bons résultats, aussi bien au CFE qu'à l'entrée en 6e. L'école de Médina Dakhar a fait 100%. Ouais. D'autres écoles ont fait pratiquement le même score. Les enseignants, au-delà des heures autorisées, parviennent chaque semaine à faire des cours de renforcement pendant toute l'année scolaire. Nous pouvons espérer qu'à Médina Dakhar, quand même, la qualité de l'éducation sera véritablement au rendez-vous. Dans cette partie du Cayor, le concept Ubité Djangate a toujours été une réalité et cela a eu un impact positif sur les enseignements. L'apport de la mairie y est pour quelque chose. Cette année, le maire de la localité a offert gratuitement aux élèves des fournitures scolaires pour une valeur de 6 millions de francs CFA. Cette année, on a noté une satisfaction, une très grande satisfaction avec les bons résultats. Parce que si on prend le cas de Médina Dakhar, qui est le chef-lieu de commune, au CFE, on a fait 100%. En 36e, on a fait 100%. C'est pourquoi le maire, avec l'aide de l'État, a dégagé un budget de 6 millions de francs pour l'achat de fournitures scolaires. Notre souhait, c'est qu'à la fin de la distribution, dans chaque sac d'écolier, on trouve au minimum 4 cahiers, plus le matériel de géométrie. La plupart des élèves sont encore dans les champs, d'où un appel des directeurs d'école de Médina Dakhar. Ils veulent que ces potages retournent le plus tôt possible au niveau de leurs écoles où les cours ont effectivement démarré dès le jour de la rentrée.
L'État du Sénégal est en train de mettre en place des réformes dans la formation professionnelle. C'est le directeur national de l'Office de la formation professionnelle qui l'annonce, des réformes qui allient compétences et inclusion sociale. Il s'exprimait en marge de la vidéoconférence de la Banque mondiale sur la situation économique en Afrique subsaharienne. Nous l'écoutons, il est au micro de Dissa Prera et Mardien. On parle de compétences techniques, c'est-à-dire la capacité à assurer des fonctions de travail. Mais le rapport a bien indiqué que l'accès à ces fonctions de travail ou l'accès à certaines qualifications supposerait la maîtrise de compétences de base. C'est pourquoi ils insistent dans le rapport sur la capacité à lire, écrire et à calculer. Ce sont des compétences de base qui permettent d'aller plus sur des compétences plus élevées du point de vue technique. Mais l'accès à une qualification professionnelle pour exercer une fonction de travail peut se faire à travers aussi le travail. On voit bien l'axiome développé par le BIT, comme quoi on apprend en travaillant, et quand on apprend en travaillant, on peut s'en prévaloir par rapport à des titres professionnels. Donc on peut avoir des compétences techniques dans une situation d'insertion. Et on y ajoute la dimension éducation dans la formation professionnelle, et c'est ce qu'on fait dans l'apprentissage traditionnel. C'est pourquoi ça comporte des valeurs énormes. Et le rapport le dit bien, il faudrait allier la productivité à l'inclusion sociale. Et la qualification professionnelle permet à des travailleurs indépendants d'acquérir ces compétences techniques-là, qui le reconnaissent sur des échelles de qualification et de catégorisation liées aux branches professionnelles, et qui leur donnent la voie de progression et d'acquérir des niveaux de qualification extrêmement importants. Donc, nous devons, dans notre économie, mettre l'emphase sur le développement de compétences techniques. Même sur les financements-là qu'on donne aux jeunes, on devrait d'abord nous poser la question, est-ce qu'ils ont les compétences techniques à exercer le travail qu'ils souhaitent faire. Alors, tout d'abord, en volleyball, retenez que le Sénégal valide son ticket pour les demi-finales. Les Lions du Sénégal en demi-finale donc de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball, une compétition qui se déroule actuellement au Cameroun, à Yaoundé plus précisément. Football, la Linguère de Saint-Louis qui reste en Ligue 1 après la suspension de l'US Ouakam. L'équipe Fagnon de Saint-Louis était minée par des querelles internes à l'issue de la dernière saison. Elle était à la 13e place, synonyme de relégation. Désormais, c'est l'union sacrée autour de l'équipe. Un reportage signé Ousseynou Diop et Habib Sek. Relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison 2016-2017 avec une décevante 13e et avant-dernière place, la Linguère de Saint-Louis a profité de la suspension pour 5 ans de l'US Ouakam pour rester en Ligue 1. Oui, c'est un ouf de soulagement parce que vous savez que personne ne peut comprendre la Linguère en 2e division. Surtout les Saint-Louisiens qui se sont toujours donnés, une équipe qui a toujours joué les grands rôles dans le football sénégalais. L'équipe Fagnon de Saint-Louis et même de toute la région était minée par des querelles internes, ce qui a provoqué les mauvais résultats que l'on connaît déjà. Aujourd'hui, l'équipe dirigeante actuelle, sous la houlette du président Dr Amadou Dia, compte apporter des innovations pour éviter le syndrome de la saison dernière. Avec cette relégation, nous allons revoir beaucoup de choses. Surtout que cette relégation, on la voyait venir, on savait que ce n'était pas une affaire, un problème financier, un problème organisationnel, mais c'était vraiment des querelles internes. Dirigeants, supporters, sympathisants, anciens joueurs se sont retrouvés autour de l'essentiel, c'est-à-dire le développement du club. L'expertise locale est prônée pour la gestion technique, mais aussi un recrutement judicieux et efficace des joueurs capables de permettre à la Linguère de jouer les premiers rôles. En tout cas, recruter le maximum de talents saint-louisiens, avoir un encadrement technique regardant, essayer d'avoir une équipe compétitive et peut-être pour la 3e année, être carrément conquérant. Après l'échec de 2016-2017, la Linguère de Saint-Louis a désormais des objectifs. Les objectifs de la Linguère, c'est toujours de gagner quelque chose parce que c'est un grand club. Maintenant, comment y arriver? On va discuter avec les techniciens, on va voir avec les techniciens pour y arriver.
Né de la fusion entre Espoir de Saint-Louis et Saint-Louisienne en 1969, la Linguère a remporté la première édition du championnat professionnel en 2009. 4 Coupes du Sénégal en 1971, 1988, 1990 et 2007. Un palmarès assez élogieux qui doit inciter les Saint-Louisiens à s'unir autour de leur club, qui est le seul représentant de la région en Ligue 1. Et puis cette subvention à hauteur de 20 millions de francs CFA pour les ASC, la petite catégorie et le club modèle de Mbao. Les matchs malheureusement ne se joueront pas au stade de Mbao mais plutôt à Pikine, une situation que les dirigeants regrettent. Les détails avec Salif Sow et Asmalik Diop. De 250 000 francs CFA, la subvention par ASC passe à 350 000 francs CFA. À Mbao, elles sont 23 associations sportives et culturelles et 2 zones. Le modèle de Mbao, qui évolue en National 2 cette saison, a eu un traitement spécial. Le monde